J'avais ma valise prête quand mon fils m'a appelé. Il était 14 heures, un mardi d'été particulièrement chaud à Paris. Le soleil de juillet inondait mon appartement du 16e arrondissement d'une lumière dorée, presque ironique tant elle contrastait avec les mots glacés qui allaient franchir ses lèvres. Je venais de vérifier une dernière fois le contenu de ma valise. 3 tenues de soirée, 5 ensembles pour la journée, tous coordonnés avec une précision qui a fait ma réputation dans le monde de la mode. Chaque pièce avait été sélectionnée pour l'inauguration de notre nouveau concept store à Saint-Tropez, l'aboutissement de 2 années de travail acharné. La sonnerie du téléphone a brisé le silence. Le nom de Philippe s'est affiché sur l'écran. Mon fils unique, mon successeur désigné à la tête de la maison Moreau. J'ai souri en décrochant, pensant qu'il m'appelait pour confirmer notre horaire de départ. Maman. Sa voix était hésitante, presque tremblante. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. En 45 ans d'existence, j'avais appris à reconnaître chaque inflexion de sa voix, chaque silence entre ses mots. Je dois te dire quelque chose. Une pause interminable, puis ces mots qui sont tombés comme des pierres. « Nous ne voyageons plus. Ma femme ne veut pas que tu voyages avec nous. » Ces paroles ont traversé mon cœur comme des éclats de verre. À 68 ans, j'en avais vu d'autres, certes. J'avais survécu à la mort de mon mari Pierre 5 ans auparavant, à des crises économiques, à des trahisons professionnelles. Mais être rejeté ainsi par mon propre fils, être exclu d'un événement qui représentait l'aboutissement de mon travail de toute une vie, cette douleur était d'une nature différente, plus profonde, plus personnelle. Le téléphone toujours collé à mon oreille, je suis restée silencieuse, observant les vêtements soigneusement pliés dans ma valise ouverte sur le lit, des créations que j'avais moi-même dessinées, symboles d'une vie dédiée à l'élégance et à la beauté. « Maman, tu es toujours là ?» La voix de Philippe était maintenant empreinte de culpabilité. « C'est Céline qui pense que ce serait mieux ainsi. Je te promets qu'on organisera un autre événement, juste toi et moi. » À cet instant précis, j'ai compris que ce n'était pas mon fils qui parlait. C'étaient les mots de ma belle-fille qui sortaient de sa bouche. Le Philippe que j'avais élevé, ce petit garçon aux yeux vifs qui rêvait de créer des vêtements plus beaux que les nuages, avait disparu progressivement depuis que Céline Laurent était entrée dans nos vies 7 ans auparavant. Pouvez-vous l'imaginer? Moi, Jacqueline Moreau, qui ai bâti un empire de la mode depuis zéro après la disparition de mon mari, être exclue de l'inauguration de ma propre création. Le plus ironique, c'est que Philippe et Céline travaillent tous deux pour moi. Mon fils est le directeur financier de la maison Moreau et elle, la directrice marketing. Ils ont la voiture qu'ils conduisent, la maison où ils vivent et les vêtements qu'ils portent grâce à ce que j'ai construit avec tant d'acharnement. En me regardant dans le miroir de ma chambre, j'ai vu le visage d'une femme qui a travaillé toute sa vie pour assurer le bien-être de ses enfants. Mon mari est décédé il y a 5 ans et depuis lors, j'ai assumé seule la direction de l'entreprise. Nous avons transformé notre petite boutique de la rue Saint-Honoré en une marque présente dans 5 pays. L'inauguration à Saint-Tropez serait notre 10e concept store, une étape importante pour l'entreprise familiale. Mais me voilà mise à l'écart. Pourquoi? Parce que Céline, ma belle-fille, m'a toujours vue comme un obstacle. Depuis le début de son mariage avec Philippe, elle a tenté de l'éloigner de moi. Au début, c'était pas de petites choses. Des déjeuners dominicaux annulés, des appels sans réponse, des commentaires subtils sur le fait que j'étais trop contrôlante. Avec le temps, la situation s'est aggravée. Lors des réunions de l'entreprise, elle contredisait systématiquement mes idées, même lorsqu'elles étaient manifestement bénéfiques pour l'entreprise. Je me suis assise au bord du lit, mes mains encore tremblantes. J'aurais pu pleurer, j'aurais pu crier, j'aurais pu rappeler Philippe et lui dire combien il était injuste. Mais quelque chose de différent s'est produit en moi. Un sourire lent s'est formé sur mes lèvres. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de détermination. Ce même sourire que mon défunt mari connaissait bien, celui qui apparaissait quand je décidais que je n'accepterais pas un « non » comme réponse. « Philippe, je comprends. » Ma voix était calme, presque douce. « Céline a raison, c'est votre moment. Profitez-en bien. » Le soulagement dans sa voix était palpable, et cela m'a brisé un peu plus le cœur. « Merci, maman. Je t'appelle dès notre retour. Promis. » Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone pendant de longues secondes. Puis, avec une détermination renouvelée, j'ai appelé Simone Bertrand, mon assistante personnelle et amie de confiance,
depuis plus de 25 ans. Simone, j'ai besoin que tu fasses quelque chose discrètement. D'abord, trouve-moi sur quel vol Philippe et Céline voyageront demain pour Saint-Tropez. En moins de 20 minutes, Simone m'a rappelé avec toutes les informations. Vol Air France, départ 10h20 de Roissy, arrivée à Saint-Tropez à 11h05, réservation au nom de Philippe Moreau, 2 passagers. Maintenant, je veux que tu m'achètes un billet sur ce même vol. Si possible, pas trop près d'eux, mais où ils ne pourront pas me voir facilement. Pendant que Simone s'occupait des détails, je suis allée à mon dressing et ai choisi soigneusement ce que j'emporterai. Un chapeau de paille élégant avec un ruban beige, des lunettes de soleil rose à monture dorée, quelques robes en lin dans des tons clairs, parfaites pour le climat méditerranéen et pour passer inaperçues. Je ne voulais pas qu'ils me voient, pas tout de suite. Ensuite, j'ai appelé Sophie Mercier, notre comptable principale. Sophie, tu te souviens de ces mouvements étranges que tu as remarqués dans les comptes du département marketing. J'ai besoin de tous les détails pour demain. Et autre chose, à midi pile, je veux que tu bloques temporairement toutes les cartes de Philippe pour suspicion d'activité frauduleuse. S'il appelle, personne ne doit lui répondre avant après-demain. Sophie a hésité un moment. Madame Moreau, êtes-vous sûre? Cela pourrait causer des problèmes considérables. Mais j'en suis certaine, Sophie. Parfois, nous avons besoin d'une crise pour voir clairement. Fais-moi confiance. Après cela, j'ai appelé Isabelle, ma fille, qui travaille comme chef principal pour les restaurants partenaires de notre marque. Ta belle-sœur a réussi finalement. Elle a convaincu ton frère de m'exclure du voyage d'inauguration à Saint-Tropez. Isabelle s'est indignée, voulait confronter son frère immédiatement. Non, ma chérie, laisse-moi gérer cela. Certaines leçons doivent être apprises de la manière la plus difficile. Je lui ai brièvement expliqué mon plan et elle a compris. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas à cause de la tristesse, mais à cause de l'adrénaline provoquée parce que j'étais sur le point de faire. Parfois, les gens ont besoin qu'on leur rappelle la valeur de la famille, du respect, de la gratitude. Mon fils avait oublié cela, séduit par l'influence constante de Céline. Il était temps d'intervenir. Le lendemain matin, je me suis préparée avec soin. Une robe bleu clair, le chapeau de paille, les lunettes teintées, un rouge à lèvres discret. Je ressemblais à n'importe quelle dame aisée partant profiter de quelques jours sur la Côte d'Azur, et non à la propriétaire qui allait inaugurer son nouveau concept store. Le taxi m'a déposé à l'aéroport avec 2 heures d'avance. Je me suis installée dans un café, observant le mouvement des passagers, attendant le moment opportun. C'est alors que je les ai vus entrer dans le hall. Philippe portant 2 grandes valises, Céline à ses côtés, riant fort tout en parlant au téléphone. Mon fils semblait fatigué, préoccupé. Pendant un instant, nos regards ont failli se croiser et je me suis cachée derrière une colonne. Je les ai observés pendant l'enregistrement, le contrôle de sécurité, jusqu'au moment de l'embarquement. Céline ne cessait de parler, gesticulant, probablement en détaillant ses grands projets pour l'inauguration. Une inauguration qui, ironiquement, aurait dû être mon moment. Dans l'avion, je me suis assise 5 rangées derrière eux du côté opposé du couloir, parfait pour observer sans être vue. Pendant le vol, j'ai entendu des bribes de leur conversation. Céline disait « Enfin un voyage tranquille, sans ta mère qui contrôle chaque détail. » Et Philippe, mon propre fils, se contentait d'acquiescer, comme un enfant obéissant. Cela m'a brisé le cœur, mais a renforcé ma détermination. En atterrissant à Saint-Tropez, j'ai maintenu la distance. Je les ai vus monter dans l'une des voitures d'Opel de l'hôtel, mon hôtel partenaire, tandis que j'ai pris un taxi particulier que j'avais réservé à l'avance. En chemin, j'ai appelé à nouveau Simone. « Tout est-il prêt? Excellent. Je veux que tu contactes Marcel Fournier, le directeur de l'hôtel Le Mimosa. Dis-lui que j'arriverai discrètement et que je ne veux pas que quiconque dans l'équipe mentionne ma présence, surtout près de Philippe ou de Céline. » Alors que le taxi parcourait la route côtière, avec la mer turquoise à droite et les petites maisons colorées à gauche, j'ai finalisé mentalement les détails de mon plan. Je n'étais pas seulement blessée en tant que mère, j'étais profondément déçue en tant qu'entrepreneur. L'inauguration du concept store de la Maison Moreau à Saint-Tropez représentait des années de planification, d'investissement et de travail acharné. C'était mon rêve, et m'exclure de ce moment n'était pas seulement un manque de considération familiale, c'était une offense professionnelle.
Lorsque le taxi s'est finalement arrêté devant l'hôtel Le Mimosa, j'ai respiré profondément. L'établissement était encore plus beau que sur les photos qu'on m'envoyait pendant les rénovations. 3 étages d'architecture méditerranéenne modernisée, peints dans une douce teinte de blanc cassé, avec de larges balcons face à la mer. Des palmiers se balançaient doucement dans la brise et la piscine à débordement reflétait le ciel sans nuages. Je suis entrée par la porte arrière, comme convenu avec Marcel. Il m'a accueilli personnellement, visiblement nerveux face à cette situation inhabituelle. « Madame Moreau, votre suite présidentielle est prête, avec entrée privée comme vous l'avez demandé. Monsieur Philippe et Madame Céline sont dans la suite principale au 2e étage, du côté opposé. Parfait. En montant vers ma chambre, j'ai donné quelques instructions spécifiques supplémentaires et ainsi a commencé ma vengeance silencieuse. Une vengeance qui enseignerait à mon fils une leçon sur la loyauté, la famille et les conséquences d'oublier ses racines. Parce que parfois, nous avons besoin de perdre quelque chose pour en comprendre la vraie valeur. Depuis la fenêtre de ma suite, j'observais Philippe et Céline se promener dans les jardins de l'hôtel Le Mimosa. Elles pointaient du doigt différents endroits, probablement en train d'expliquer comment elles transformeraient l'inauguration de notre concept store en son propre triomphe personnel. Mon fils la suivait docilement, une ombre de lui-même, hochant la tête à chacune de ses suggestions. Cette vision m'a fait l'effet d'un coup de poignard. Où était passé mon fils, cet enfant brillante et déterminée que j'avais élevé pour prendre les rênes de la maison Moreau? Je ne suis pas devenue la reine de la mode française, par hasard ou par chance. Chaque collection que j'ai créée, chaque boutique que j'ai ouverte a été méticuleusement planifiée. L'improvisation n'a jamais fait partie de mon vocabulaire professionnel. J'ai appliqué cette même précision chirurgicale à l'élaboration de mon plan. Car ce que je m'apprêtais à faire n'était pas une simple vengeance mesquine de belle-mère et conduite, c'était une opération de sauvetage. Je devais sauver mon fils, mon entreprise et l'héritage que Pierre et moi avions construit avec tant d'amour et de sacrifice. J'ai déplié sur la table basse de ma suite une série de documents que Simone m'avait fait parvenir par coursier spécial. Des rapports financiers, des relevés bancaires, des copies d'emails. Tous racontaient la même histoire troublante. Depuis plus d'1 an, des sommes importantes quittaient tous les comptes de la maison Moreau pour atterrir sur un compte à Monaco, au nom de Sébastien Dumas, le frère de Céline. C'est pire que ce que nous pensions, m'avait confié Sophie Mercier lors de notre dernière conversation téléphonique. J'ai tracé ces transferts pendant 3 mois. Chacun est autorisé par M. Philippe, mais les justificatifs ne correspondent à aucun fournisseur ou partenaire connu. J'ai enquêté discrètement et découvert que M. Sébastien Dumas a récemment acheté 2 propriétés de luxe à Monaco. Mon cœur s'était serré à cette révélation. Mon propre fils détournait-il délibérément des fonds de l'entreprise familiale? Ou plus vraisemblablement, était-il manipulé par Céline? Connaissant Philippe, je soupçonnais la seconde option. Il avait toujours été transparent avec l'argent, parfois même scrupuleux à l'excès. Mais depuis son mariage avec Céline, il signait des documents sans les lire, faisant aveuglément confiance à ce qu'elle lui présentait. Je me suis versé un verre d'eau, tentant de calmer la tempête d'émotions qui m'agitait. La trahison avait un goût amer, mais je ne pouvais me permettre de me laisser submerger. Chaque minute comptait. J'ai appelé Antoine Lefebvre, notre avocat familial de longue date. « Antoine, j'ai besoin d'un conseil juridique concernant des transferts de fonds suspects au sein de mon entreprise. » La voix d'Antoine, rassurante dans sa gravité professionnelle, m'a rappelé pourquoi nous lui faisions confiance depuis tant d'années. Je serai à Saint-Tropez demain matin, Jacqueline. En attendant, ne confrontez personne. Recueillez autant de preuves que possible. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour examiner les emails que Sophie m'avait transférés. Ce que j'y ai découvert m'a glacé le sang. Une correspondance entre Céline et son frère, détaillant un plan méticuleux pour restructurer l'entreprise une fois la vieille hors du tableau. Ils parlaient de me pousser à la retraite, de convaincre Philippe de vendre une partie de ses actions à Sébastien, d'utiliser les propriétés à Monaco comme garantie. C'était une escroquerie élaborée, tissée patiemment fil par fil. Dans un de ses emails, Céline écrivait « Il signera n'importe quoi que je lui mets sous le nez. Cet imbécile est tellement désireux de me plaire qu'il ne vérifie même pas ce qu'il approuve. » Ces mots m'ont fait physiquement mal
comme si quelqu'un m'avait frappé à l'estomac. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assise sur la terrasse de ma suite, j'observais les lumières de Saint-Tropez scintiller dans la nuit, leur beauté en contraste saisissant avec la noirceur du complot que je venais de découvrir. J'avais toujours su que Céline était ambitieuse, mais je n'avais jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à orchestrer une telle trahison. Au petit matin, j'ai reçu un message de Marcel, m'informant que Philippe et Céline prendraient leur petit déjeuner sur la terrasse à 10 heures. C'était le moment d'initier la première phase de mon plan. J'ai appelé Sophie à Paris. « Il est temps. Lance le blocage des cartes à midi précise. » « C'est fait, Madame Moreau. » J'ai également préparé un dossier complet de toutes les irrégularités financières des 6 derniers mois. Antoine l'a déjà reçu. Ensuite, j'ai contacté Marcel pour finaliser les détails. À 11h30, je veux que tu oublies accidentellement un magazine économique ouvert à la page sur les fraudes familiales sur leur table. À 12h30, après le blocage des cartes, tu leur annonceras qu'il y a un problème avec leur réservation. Quel genre de problème, Madame Moreau? Une double réservation. Leur suite a été promise à un dignitaire étranger qui arrive aujourd'hui. Ils devront libérer la chambre avant 14 heures. Marcel a hésité. Madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est inhabituel. Je sais, Marcel, et je t'en suis reconnaissante. Sois assuré que tout ceci a un but précis et que je prends l'entière responsabilité des conséquences. Après ces appels, je me suis préparée méticuleusement, comme avant un défilé de mode crucial. J'ai choisi une tenue élégante mais discrète, un pantalon de lin beige, une blouse de soie bleu pâle, mon chapeau de paille et mes lunettes teintées. J'étais prête pour le spectacle qui allait se dérouler. À 11h30 précise, depuis ma position stratégique dans le jardin d'hiver, partiellement dissimulé par un grand palmier en pot, j'ai observé Marcel déposer, par inadvertance, le magazine sur leur table. Philippe l'a feuilleté distraitement, tandis que Céline parlait sans cesse, gesticulant avec enthousiasme à propos de l'événement du soir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point mon fils semblait épuisé. Des cernes sombres soulignaient ses yeux et son sourire semblait forcé. Il acquiesçait mécaniquement aux paroles de Céline, comme un automate programmé pour approuver. Cette vision m'a fait mal, mais a renforcé ma détermination. À midi pile, j'ai reçu la confirmation de Sophie. Toutes les cartes de crédit de Philippe venaient d'être bloquées pour activité suspecte. La suite des événements ne s'est pas fait attendre. Je me suis déplacée discrètement vers le restaurant de l'hôtel où Philippe et Céline déjeunaient. Dissimulée derrière une colonne, j'observais la scène se dérouler comme si j'assistais à une pièce de théâtre dont j'avais écrit le script. Le serveur est venu présenter l'addition. Philippe a sorti sa carte platine, confiant. Le serveur est revenu quelques minutes plus tard, gêné. « Je suis désolé, monsieur, mais votre carte a été refusée. » Le visage de mon fils s'est décomposé. Il a essayé une deuxième carte, puis une troisième. Toutes refusées. J'ai vu la panique s'installer progressivement dans ses yeux, tandis que le visage de Céline se transformait. D'abord l'incrédulité, puis la gêne, et enfin la colère pure. Une colère qu'elle ne prenait même plus la peine de dissimuler. Comment est-ce possible? A-t-elle sifflé, suffisamment fort pour que je l'entende malgré la distance. Tu es le directeur financier d'une entreprise de mode renommée et tu ne peux même pas payer un simple déjeuner. Philippe a tenté de la calmer, parlant à voix basse, visiblement embarrassé par cette scène publique. Il a sorti son téléphone, probablement pour appeler la banque. Son visage est devenu encore plus pâle, alors qu'il écoutait le message automatique l'informant que ses cartes avaient été temporairement bloquées pour suspicion d'activité frauduleuse. C'est à ce moment précis que Marcel est apparu, son timing parfait, comme nous l'avions planifié. « Monsieur Moreau, Madame Laurent, je suis profondément désolé, mais il semble qu'il y ait eu un malentendu concernant votre réservation. » Le regard que Céline a lancé à Marcel aurait pu foudroyer un homme moins aguerri. Quel genre de malentendu? Sa voix était glaciale, tranchante comme une lame. Il semble que la suite que vous occupez ait été promise à son Excellence, l'ambassadeur du Qatar, qui arrive cet après-midi pour l'événement. Une regrettable erreur de notre système de réservation. C'est inacceptable. Céline s'est levée brusquement, son verre de vin renversé tachant la nappe blanche. Savez-vous qui nous sommes? Je suis la directrice marketing de la Maison Moreau. Cette inauguration est
Mon événement. Mon cœur s'est serré en entendant ces mots. Mon événement. Pas notre événement, pas l'événement de la maison Moreau, son événement personnel. Philippe, toujours assis, tentait de l'apaiser. « Céline, calme-toi, je suis sûre qu'il y a une solution. » Une solution? Elle s'est tournée vers lui, son visage déformé par la rage. « Ta mère est derrière tout ça, j'en suis certaine. Toujours à interférer, à contrôler. Et toi, tu es trop faible pour lui tenir tête. » Marcel, maintenant visiblement mal à l'aise, a tenté d'intervenir. « Madame, je vous assure que Madame Moreau n'est pas impliquée. Elle n'est même pas à Saint-Tropez. »« Mensonge !» Céline a presque crié, attirant l'attention de tous les clients du restaurant. « Où est-elle? Je veux lui parler maintenant. Je suis désolée, madame, mais je n'ai aucune information sur les déplacements de Madame Moreau. Concernant votre suite, nous devons vous demander de la libérer avant 14 heures. » Ce qui a suivi a dépassé mes prévisions les plus audacieuses. Céline, dans un accès de rage incontrôlable, a jeté sa serviette sur la table et s'est tournée vers mon fils. « Tu es complètement inutile !» a-t-elle craché, les yeux étincelants de colère. « Tu ne peux même pas garantir où nous allons dormir ce soir. Je rentre à Paris immédiatement. Je refuse de rester une minute de plus dans ce désastre. » Elle a saisi son sac de designer, arraché l'une des cartes refusées des mains de Philippe et est partie à grands pas vers l'entrée de l'hôtel. Mon fils est resté assis, figé, l'image même de la défaite et de l'humiliation. Les clients autour murmuraient, certains détournant pudiquement le regard, d'autres observant sans vergogne ce drame familial qui se jouait devant eux. Cette scène m'a brisé le cœur, mais je savais qu'elle était nécessaire. Parfois, la médecine la plus efficace est aussi la plus amère. Philippe devait voir Céline sous son vrai jour, non pas comme l'épouse aimante qu'il croyait avoir, mais comme une manipulatrice qui ne l'utilisait que pour ses propres ambitions. J'ai discrètement quitté mon poste d'observation pour retourner à ma suite. Sur le chemin, j'ai croisé Céline qui traversait le hall d'entrée comme une furie, bousculant un portier qui n'avait pas été assez rapide pour lui ouvrir la porte. Je me suis détournée juste à temps, prétendant admirer un arrangement floral, mon chapeau à large bord dissimulant mon visage. Une fois dans ma chambre, j'ai appelé Alejandro Figueroa, notre chauffeur de confiance, à Saint-Tropez. « Alejandro, Madame Laurent va probablement demander un taxi pour l'aéroport dans les prochaines minutes. Propose tes services. Sois aussi charmant et serviable que possible. Bien sûr, Madame Moreau. Et ensuite, assure-toi qu'elle prenne le premier vol disponible pour Paris. Offre-toi même de réserver le billet si nécessaire. Je veux qu'elle soit loin d'ici le plus rapidement possible. » Après cette conversation, je me suis approchée de la fenêtre pour observer le jardin. Philippe était assis sur un banc face à la mer, les épaules affaissées, la tête entre les mains. Les 2 valises abandonnées à ses côtés semblaient en symboliser tout ce qui venait de s'effondrer dans sa vie. Un serveur est venu lui apporter un verre, probablement un cognac, que Marcel avait dû commander pour lui. Une gentillesse discrète que j'ai appréciée. J'ai attendu, observant mon fils dans sa solitude. Je savais que je devais lui laisser ce moment, ce temps nécessaire pour digérer ce qui venait de se produire, pour commencer à voir clairement ce qui avait été devant ses yeux pendant si longtemps. Pendant cette attente, j'ai reçu un message de Simone, m'informant qu'Antoine venait d'atterrir et serait à l'hôtel dans moins d'1 heure, avec tous les documents légaux nécessaires. Isabelle, ma fille, m'a également envoyé un message de soutien. Elle connaissait mon plan dans les grandes lignes, et bien que préoccupée par sa brutalité, comprenait qu'il était nécessaire. Un autre message est arrivé, cette fois de Alejandro. Madame Laurent a pris le taxi. Elle était très énervée. Elle a demandé à aller directement à l'aéroport. J'ai arrangé un billet sur le vol de 16 heures pour Paris. Tout se déroulait comme prévu, même mieux que prévu en fait. Je n'avais pas anticipé que Céline abandonnerait si rapidement Philippe, le laissant seul face à cette crise. Cette réaction révélait encore plus clairement sa vraie nature. J'ai consulté ma montre. Il était presque 15 heures. Philippe était toujours sur son banc, immobile, comme pétrifié par les événements. Le soleil de Saint-Tropez commençait à descendre légèrement, projetant des ombres plus longues sur le jardin impeccable de l'hôtel. Le moment était venu. J'ai pris une profonde inspiration, réajusté mon chapeau et mes lunettes et quitté ma suite. Je ne me cachais plus maintenant. Je marchais d'un pas assuré, celui qui m'avait porté à travers des décennies de défis
dans l'industrie impitoyable de la mode. En traversant le jardin, j'ai croisé le regard de quelques employés qui m'avaient reconnu. Un doigt sur mes lèvres leur a signalé de garder le silence. Tous ont acquiescé respectueusement. Beaucoup d'entre eux travaillaient pour nous depuis des années et comprenaient parfaitement la loyauté. Je me suis approchée de Philippe par derrière, silencieuse comme une panthère. Je me suis arrêtée à quelques pas et retiré mes lunettes et mon chapeau. Le moment de vérité était arrivé. « Journée difficile, fils ?» Philippe a relevé brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant sous le choc de me voir. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti pendant plusieurs secondes. « Maman, qu'est-ce que... Comment ?» Il ne parvenait pas à former une phrase complète. Surprise de me voir, « Je suis arrivée hier, dans le même avion que vous, en fait. » Ma voix était calme, mesurée, sans trace d'accusation. « Tu nous as suivis ?» Sa voix oscillait entre l'incrédulité et l'indignation. Je préfère dire que je suis venue à l'inauguration de mon 10e concept store. Après tout, c'était un projet que j'ai développé pendant presque 2 ans. J'ai maintenu mon ton serein. Bien sûr, c'était avant de savoir que ma présence n'était pas la bienvenue. Les couleurs avaient déquitté le visage de Philippe, comme s'il venait de voir un fantôme. Dans un sens, c'était le cas, le fantôme de la mère qu'il avait trahi et exclu. Philippe m'a regardé comme si j'étais une apparition, à la fois choqué et honteux. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Je lui ai laissé le temps d'assimiler ma présence, observant les émotions qui traversaient son visage. Surprise, confusion, puis une lueur de compréhension. « Assieds-toi, Jacqueline », m'a-t-il finalement dit, utilisant mon prénom comme il le faisait parfois quand il voulait établir une distance. Je suppose que tout ceci est ton œuvre. J'ai pris place à côté de lui sur le banc, arrangeant soigneusement les plis de ma robe en lin. La mer Méditerranée s'étendait devant nous, scintillante sous le soleil de l'après-midi, indifférente au drame familial qui se jouait sur ses rivages. Ce qui s'est passé aujourd'hui, Philippe, est simplement la conséquence de choix. Les tiens, ceux de Céline, et oui, les miens aussi. Une mouette a volé au-dessus de nous, son cri perçant, soulignant le silence qui s'était installé. Au loin, on entendait les rires des baigneurs sur la plage, la musique d'un yacht amarré dans la baie, la vie qui continuait, insouciante. Pourquoi ? Il a finalement demandé, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. Pourquoi tout ce spectacle ? Tu aurais pu simplement m'appeler, me parler. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Comme tu m'as parlé hier, quand tu m'as appelé pour m'exclure de l'inauguration, comme nous avons parlé ces dernières années, quand je tentais d'attirer ton attention sur l'influence négative de Céline. Son regard s'est détourné vers l'horizon, fuyant le mien. Il savait que j'avais raison. Nos conversations s'étaient progressivement réduites à des échanges superficiels, à des discussions professionnelles, où il se contentait de répéter les opinions de Céline. Je voulais que tu vois, Philippe, que tu vois vraiment, pas que tu entendes mes mots, que tu pourrais facilement rejeter comme ceux d'une mère jalouse ou possessive. Je voulais que tu sois témoin, avec tes propres yeux, de qui est réellement Céline. À ce moment précis, comme pour appuyer mes paroles, son téléphone a vibré. Il l'a regardé, puis l'a ignoré. « C'est elle ?» J'ai demandé, connaissant déjà la réponse. Il a acquiescé. Le 3e appel en 10 minutes. Et que veut-elle ? De l'argent, pour son billet d'avion retour. Elle dit qu'elle ne voyagera pas en classe économique comme une misérable. J'ai observé son visage alors qu'il prononçait ces mots. Quelque chose avait changé. La vénération aveugle qu'il portait à Céline semblait s'être fissurée, laissant place à une lucidité nouvelle. Un serveur s'est approché discrètement, portant un plateau avec 2 verres de champagne. « Avec les compliments de Monsieur Fournier », a-t-il dit avant de s'éclipser. J'ai pris un verre et l'ai levé légèrement. À la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Philippe a hésité, puis a pris l'autre verre. « À la vérité », a-t-il murmuré. Nous sommes restés ainsi un moment, sirotant notre champagne, regardant la mer danser sous le soleil. C'était un moment étrange, tendu et pourtant empreint d'une intimité que nous n'avions pas partagée depuis longtemps. « J'ai quelque chose à te montrer », ai-je finalement dit, sortant une enveloppe de mon sac. Ce sont des documents que Sophie a rassemblés ces derniers mois, des preuves de transactions financières préoccupantes. Son front s'est plissé d'inquiétude alors qu'il prenait l'enveloppe. Quel genre de transactions ? Des transferts importants vers un compte à Monaco.
Un compte au nom de Sébastien Dumas, le frère de Céline. Ses mains se sont figées au-dessus de l'enveloppe. C'est impossible. Je vérifie toutes les transactions importantes. Le fais-tu vraiment, Philippe, ou signes-tu simplement ce que Céline te présente? La façon dont il a détourné le regard m'a donné ma réponse. Il a ouvert l'enveloppe et a commencé à parcourir les documents, son visage pâlissant à mesure qu'il tournait les pages. Ces transferts, ils ont tous ma signature, mais je ne me souviens pas avoir approuvé quoi que ce soit pour... Sa voix s'est éteinte alors qu'il examinait les montants. 150 000 € en 6 mois, c'est de la fraude, ai-je complété doucement. De l'abus de confiance, potentiellement du détournement de fonds. Il a secoué la tête, incrédule. Elle n'aurait pas fait ça. Elle ne peut pas. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les emails échangés entre Céline et son frère. Lis par toi-même. Ses mains tremblaient légèrement en prenant le téléphone. J'ai observé ses yeux scanner le texte, s'arrêtant sur certaines phrases particulièrement cruelles. Son visage est passé de la stupéfaction à la douleur, puis à une colère sourde. Il signera n'importe quoi que je lui mets sous le nez. Cet imbécile est tellement désireux de me plaire qu'il ne vérifie même pas ce qu'il approuve. A-t-il lu à voix haute, la voix tremblante d'émotion? Comment a-t-elle pu? Pourquoi? Je ne voulais pas enfoncer le couteau dans la plaie. Mon fils souffrait suffisamment, mais il avait besoin de voir la vérité dans toute sa laideur pour pouvoir s'en libérer. Elle n'a jamais voulu de toi, Philippe. Elle voulait ce que tu représentais, l'accès à une entreprise prospère, à un nom respecté dans le monde de la mode. Une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait, elle t'aurait écarté, tout comme elle a essayé de m'écarter. Il a posé le téléphone, les yeux fixés sur un point invisible devant lui. 7 ans. 7 ans de ma vie. J'ai posé ma main sur la sienne. Ne pense pas à ce que tu as perdu. Pense à ce que tu as évité. Un silence s'est installé, ponctué uniquement par le bruit des vagues et le cri occasionnel d'une mouette. Le soleil avait commencé sa descente vers l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées qui se reflétaient sur la mer. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» a-t-il finalement demandé, sa voix plus ferme, comme s'il commençait à retrouver une partie de son assurance. « Antoine arrive dans 1 heure avec tous les documents légaux nécessaires. Nous allons bloquer tous les accès de Céline au compte de l'entreprise, entamer une procédure pour récupérer les fonds détournés et... Non, m'a-t-il interrompu, me surprenant. Je veux dire, qu'allons-nous faire pour l'inauguration? Les journalistes, les clients VIP, tout est prévu pour ce soir. J'ai souri, touché qu'au milieu de ce chaos personnel, il pense encore à l'entreprise, à ses responsabilités. Ne t'inquiète pas pour cela, j'ai déjà géré la situation. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un message d'Isabelle. Ta sœur est en route avec l'équipe originale. L'événement de ce soir n'était qu'un pré-lancement pour la presse que nous avons reporté. La véritable inauguration aura lieu dans 2 semaines, comme initialement prévu avant que Céline ne change tout. Son regard s'est éclairé d'une admiration nouvelle. Tu avais tout planifié, n'est-ce pas? Même avant de savoir comment je réagirais. Philippe, je suis ta mère, mais je suis aussi la présidente de la Maison Moreau. Je ne risquerai jamais le succès de l'entreprise, même pour donner une leçon nécessaire. Pour la première fois de la journée, j'ai vu un véritable sourire se dessiner sur son visage. Tu es incroyable, tu sais. Ton père disait cela souvent, surtout quand je le surprenais avec un plan qu'il n'avait pas vu venir. La mention de Pierre a ramené une certaine mélancolie dans ses yeux. Papa aurait-il approuvé ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai réfléchi un moment, caressant le bracelet que Pierre m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Ton père était plus doux que moi, plus patient. Peut-être aurait-il cherché un autre chemin, mais l'objectif aurait été le même. Te protéger toi, protéger ce que nous avons construit ensemble. À ce moment, Marcel est apparu, s'approchant discrètement. « Madame Moreau, Monsieur Lefebvre vient d'arriver. Il vous attend dans le salon privé. » J'ai remercié Marcel d'un signe de tête. « Allons retrouver Antoine. Il est temps de parler juridique. » Philippe s'est levé, puis s'est arrêté brusquement. « Et Céline, que va-t-elle faire quand elle apprendra tout ceci? Elle est probablement déjà dans l'avion pour Paris. D'ici à ce qu'elle atterrisse, tous ses accès à l'entreprise auront été révoqués. Quant à votre mariage, j'ai laissé ma phrase en suspens, sachant que c'était à lui de prendre cette décision. « Je pense que le mariage est terminé, » a-t-il dit avec une fermeté qui m'a surprise. «
pas seulement à cause de ce qu'elle a fait avec l'entreprise, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai vu qui elle est réellement. Et ce n'est pas la personne que je veux à mes côtés. Nous avons traversé les jardins luxuriants de l'hôtel, passant devant des palmiers qui se balançaient doucement dans la brise du soir. Les premières lumières s'allumaient le long de la promenade et la musique d'un piano flottait depuis le bar du hall. Dans le salon privé, Antoine nous attendait, entouré de dossiers et de documents. À 70 ans, avec ses cheveux blancs parfaitement coiffés et son costume impeccable, il dégageait toujours cette aura de compétence rassurante qui avait fait de lui notre avocat de confiance pendant tant d'années. Jacqueline, m'a-t-il accueilli en se levant pour m'embrasser. Philippe, il lui a serré la main, son regard évaluant discrètement l'état émotionnel de mon fils. Antoine, merci d'être venu si rapidement, ai-je dit en prenant place dans un fauteuil en velours bleu marine. Pour la famille Moreau, je prends toujours le premier avion disponible. Il s'est rassis, ajustant ses lunettes. J'ai examiné les documents que Sophie m'a envoyés. La situation est grave, mais pas désespérée. Philippe s'est assis en face de moi, son visage reflétant une détermination nouvelle. Que devons-nous faire en premier? Bloquer immédiatement tous les accès de Céline au système de l'entreprise. Ensuite, une lettre officielle lui retirant ses fonctions de directrice marketing, avec effet immédiat pour suspicion de fraude. Parallèlement, nous entamons une procédure de récupération des fonds auprès des autorités monégasques. Antoine a fait glisser plusieurs documents sur la table. J'ai préparé tout cela en vol. Il ne manque que vos signatures. Philippe a pris un stylo sans hésitation, une réaction qui m'a réchauffé le cœur. Mon fils reprenait le contrôle de sa vie. Et pour le mariage? A-t-il demandé, sa voix légèrement moins assurée. Antoine a sorti un autre dossier. J'ai également préparé une demande de divorce pour faute grave. Étant donné les preuves de malversation financière, nous avons un dossier solide. Elle ne pourra prétendre à aucune part de l'entreprise. Pendant qu'il discutait des détails juridiques, mon téléphone a vibré. Un message d'Isabelle m'annonçant qu'elle venait d'atterrir et serait à l'hôtel dans moins d'1 heure. Un autre de Sophie, confirmant que tous les accès de Céline avaient été révoqués. En levant les yeux de mon téléphone, j'ai croisé le regard de Philippe. Pour la première fois depuis longtemps, j'y ai vu une clarté, une résolution qui me rappelait le jeune homme brillant qu'il avait été avant de tomber sous l'emprise de Céline. Mon fils revenait à lui comme s'il sortait d'une longue hypnose. Antoine nous a quittés 1 heure plus tard, après avoir finalisé tous les documents nécessaires. Philippe et moi sommes sortis sur la terrasse pour profiter de la douceur de la soirée. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances de pourpre et d'or. Les premières étoiles commençaient à apparaître, comme des diamants semés sur un velours sombre. « Je suis désolé, maman », a-t-il dit soudainement, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des vagues. « Pour tout, pour t'avoir exclu, pour avoir laissé Céline s'immiscer entre nous, pour avoir trahi ta confiance. » J'ai posé ma main sur son bras. « Nous avons tous nos moments de faiblesse, Philippe. L'important est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. Comment as-tu su, pour Céline je veux dire, comment as-tu su qui elle était vraiment alors que moi, qui vivais avec elle, je n'ai rien vu? » J'ai réfléchi un moment, cherchant à formuler ce que j'avais ressenti intuitivement depuis le début. Je crois que je l'ai su dès notre première rencontre. Il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder, non pas comme la mère de l'homme qu'elle aimait, mais comme un obstacle à éliminer. Et puis, j'ai vécu plus longtemps que toi. J'ai rencontré suffisamment de Céline dans ma carrière pour reconnaître l'ambition dévorante quand je la vois. Philippe a contemplé l'horizon, perdu dans ses pensées. Je pensais vraiment l'aimer, ou peut-être étais-je juste amoureux de l'idée d'elle, belle, brillante, admirée par tous. L'amour véritable ne te demande jamais de choisir entre ta famille et ton partenaire. Seul le faux amour impose des conditions et des ultimatums. Ces mots semblaient résonner en lui. Il a acquiescé lentement, comme s'il intégrait enfin cette vérité fondamentale. Le bruit d'une voiture approchant par l'allée de l'hôtel a attiré notre attention. Une élégante berline noire s'est arrêtée devant l'entrée et une femme aux cheveux auburn en est descendue vivement, sa silhouette immédiatement reconnaissable. « Isabelle », a murmuré Philippe avec un sourire. Ma fille, toujours ponctuelle, toujours énergique, s'est dirigée vers nous dès qu'elle nous a aperçus. Derrière elle, plusieurs personnes déchargeaient des valises et des boîtes, l'équipe d'événementiel que j'avais fait venir de Paris. Alors,
a demandé Isabelle en nous rejoignant, son regard passant de moi à son frère. Le plan a fonctionné? Philippe a hoché la tête, un sourire triste aux lèvres. Plus efficacement que prévu. Céline est déjà en route pour Paris, me maudissant probablement dans chaque langue qu'elle connaît. Isabelle m'a serré dans ses bras, puis s'est tournée vers son frère. Ils se sont regardés un instant, et dans ce regard, j'ai vu tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit, les reproches, le pardon, la compréhension. Puis, dans un mouvement qui m'a rappelé leur enfance, ils se sont étreints. Un moment de réconciliation silencieuse qui a fait monter les larmes à mes yeux. J'ai amené toute l'équipe, a annoncé Isabelle en se tournant vers moi. Nous avons 2 semaines pour préparer la plus belle inauguration que Saint-Tropez ait jamais vue. Le vrai lancement de la maison Moreau sur la Côte d'Azur, avec la vraie directrice à sa tête. Merci, ma chérie. J'ai serré sa main, reconnaissante pour sa loyauté et son efficacité. Alors que le ciel s'assombrissait complètement, les lumières de l'hôtel Le Mimosa créaient un halo chaleureux autour de nous. La journée avait été éprouvante, riche en émotions, en révélations, mais elle se terminait comme je l'avais espéré, avec ma famille réunie, mon fils libéré de l'emprise toxique de Céline et notre entreprise sauvée d'un complot qui aurait pu la détruire. Demain serait un nouveau jour, avec de nouveaux défis. Il faudrait gérer les répercussions légales, restructurer le département marketing, préparer la véritable inauguration. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Alors que nous nous apprêtions à rentrer pour dîner, j'ai jeté un dernier regard vers la mer scintillante sous la lumière de la lune montante. La brise marine caressait mon visage, apportant avec elle le parfum salé de la Méditerranée, mêlé aux effluves de jasmin des jardins. La vie, malgré ses détours et ses trahisons, était belle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec cette étrange sensation que l'on ressent après une tempête. L'air plus pur, le ciel plus clair, mais aussi les dégâts à évaluer, les débris à ramasser. Le plan que j'avais orchestré avait fonctionné au-delà de mes espérances, exposant la véritable nature de Céline et libérant mon fils de son emprise toxique. Mais ce n'était que le début. Je me suis levée tôt, juste avant l'aube, pour admirer le lever du soleil depuis ma terrasse. Saint-Tropez s'éveillait doucement, les premières lueurs dorées caressant les voiliers ancrés dans la baie. Ce spectacle m'a rappelé pourquoi j'avais tant insisté pour ouvrir un concept store ici. Cette lumière unique, cette élégance naturelle qui correspondait parfaitement à l'esprit de la maison Moreau. Après une douche rapide, j'ai enfilé un tailleur pantalon en lin blanc, ma tenue de combat, comme Pierre l'appelait autrefois. Aujourd'hui était le jour J, celui où chaque élément de mon plan devait s'enchaîner avec la précision d'un mécanisme d'horlogerie suisse. À 9h30 précise, j'ai retrouvé Philippe et Isabelle pour un petit déjeuner de travail dans le jardin privé de l'hôtel. Mon fils semblait avoir peu dormi, mais son regard avait retrouvé cette clarté, cette détermination que j'avais crainte perdue à jamais. J'ai reçu 6 appels de Céline depuis son atterrissage à Paris, m'a-t-il annoncé en sirotant son café. Je n'ai répondu à aucun. Isabelle a souri, une lueur malicieuse dans ses yeux. Elle a également essayé de me joindre. Apparemment, elle ne comprend pas pourquoi son badge ne fonctionne plus au siège et pourquoi son accès au serveur a été révoqué. Comment se sent-elle d'être soudainement impuissante? Ai-je demandé, un sentiment de justice satisfaite m'envahissant. Elle qui contrôlait tout, manipulait tout le monde. D'après ses messages vocaux, elle oscille entre la rage et les supplications, a répondu Philippe, une ombre de douleur traversant brièvement son visage. Elle m'accuse de comploter avec toi pour la détruire. Puis elle pleure, me disant qu'elle m'aime et que tout ceci est un malentendu. J'ai posé ma main sur la sienne. Ne te laisse pas attendrir, Philippe. Souviens-toi de ses paroles hier, quand elle pensait que tu avais perdu ton pouvoir, ton argent. Souviens-toi de comment elle t'a abandonné à la première difficulté. Il a hoché la tête, résolu. Je sais, cette page est tournée. Marcel Fournier nous a rejoints, apportant avec lui une tablette et un dossier. Le programme de la journée, comme demandé Madame Moreau. J'ai parcouru rapidement le document qu'il me tendait. Tout était parfaitement organisé, minute par minute. 11h30, rencontre avec Antoine pour finaliser les procédures Tslegel. 12h15, conférence téléphonique avec le conseil d'administration pour expliquer la situation.
14h30, inspection du concept store avec l'équipe. Excellent, Marcel. Isabelle a consulté sa montre. Je dois y aller. J'ai rendez-vous avec le chef pâtissier pour le menu de l'inauguration. À tout à l'heure. Alors qu'elle s'éloignait, son énergie habituelle illuminant chacun de ses pas, j'ai remarqué le regard admiratif de Philippe. « Elle est incroyable », a-t-il murmuré. Toujours si déterminée, si fidèle. J'aurais dû l'écouter quand elle me mettait en garde contre Céline. Isabelle a toujours eu ce don pour lire les gens, et j'acquiesçai. Elle tient ça de ton père. La mention de Pierre a provoqué un silence méditatif. Nous avons tous deux pensé à lui, j'en étais certaine. À sa sagesse, à sa gentillesse, à la façon dont il aurait géré cette situation, avec peut-être plus de douceur que moi, mais tout autant de détermination. À 11 heures précises, comme prévu dans notre programme, Sophie nous a appelés de Paris. Son visage est apparu sur l'écran de mon iPad, ses lunettes rectangulaires lui donnant cet air sérieux qui inspirait confiance. « Bonjour Jacqueline, Philippe. J'ai des nouvelles importantes. » Elle a marqué une pause, réajustant ses lunettes, son tic nerveux lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer quelque chose de désagréable. Céline est venue au siège ce matin, exigeant d'entrer. Quand la sécurité lui a refusé l'accès, elle a fait une scène assez spectaculaire. Philippe s'est raidi à côté de moi. Quel genre de scène? Elle a crié que vous étiez tous deux en train de la voler, que c'était son entreprise autant que la vôtre et qu'elle connaissait des choses qui pourraient détruire la réputation de la maison Moreau. J'ai échangé un regard avec mon fils. Ces menaces n'étaient pas à prendre à la légère. A-t-elle mentionné quelle chose exactement? Ai-je demandé mon esprit, passant en revue nos potentielles vulnérabilités? Non, elle s'est restée vague. Mais elle a dit qu'elle contacterait la presse aujourd'hui même. Philippe a froncé les sourcils. Elle bluffait? Elle n'a rien qui puisse nous nuire? N'en sois pas si sûr, ai-je répliqué. Céline est comme un animal blessé maintenant, plus dangereuse que jamais. Nous avons discuté des mesures à prendre, renforcement de la sécurité au siège, préparation d'un communiqué de presse, expliquant la restructuration du département marketing, mise en place d'une veille médiatique pour anticiper toute tentative de Céline de salir notre nom. Après cette conversation, nous nous sommes rendus dans le salon privé où Antoine nous attendait, entouré de documents étalés méthodiquement sur la table en acajou. « J'ai préparé une injonction préliminaire », nous a-t-il annoncé sans préambule. « Cela empêchera Céline de faire des déclarations publiques concernant la maison Moreau pendant la durée de l'enquête pour fraude. » Philippe a signé le document sans hésitation, son stylo grattant le papier avec une détermination nouvelle. Alors qu'Antoine nous expliquait les prochaines étapes juridiques, mon téléphone a vibré. Un message de Simone. « Urgence. Appelle-moi dès que possible. » J'ai froncé les sourcils. Simone n'utilisait jamais le mot « urgence » à la légère. « Excusez-moi un instant », ai-je dit, me retirant dans un coin de la pièce pour appeler mon assistante. « Jacqueline !» La voix de Simone était tendue, presque méconnaissable. « Nous avons un problème. Un grave problème. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai reçu un appel d'un journaliste de Mode & Style. Il prépare un article sur... Elle a hésité. Sur la véritable histoire de Pierre Moreau. Mon sang s'est glacé. Quelle véritable histoire? Il prétend avoir des preuves que Pierre n'est pas mort il y a 5 ans, qu'il aurait mis en scène sa propre mort pour échapper à des créanciers et qu'il vivrait actuellement à Monaco. Le monde s'est arrêté de tourner pendant une fraction de seconde. Pierre, vivant à Monaco, là où l'argent détourné par Céline et son frère avait été envoyé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit, formant une image si choquante que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Ce journaliste, ai-je finalement articulé, ma voix étonnamment calme, malgré la tempête qui faisait rage en moi. A-t-il mentionné sa source? Il a refusé de la nommer, mais il a laissé entendre qu'il s'agissait d'une personne très proche de la famille Moreau, Céline. Cela ne pouvait être qu'elle. Sa vengeance, son ultime coup de poignard. Merci Simone. Ne réponds plus à ce journaliste. Dis-lui que toute communication doit passer par notre service juridique. J'ai raccroché, mon esprit tournant à toute vitesse. Si cette information était vraie, et une partie de moi savait instinctivement qu'elle l'était, cela changeait tout, non seulement concernant notre histoire familiale, mais aussi la fraude financière, le comportement de Céline, peut-être même son entrée dans nos vies. Je suis revenu vers Philippe et Antoine, m'efforçant de masquer mon trouble.
Je ne pouvais pas partager cette information avec mon fils, pas maintenant, pas avant d'avoir confirmé sa véracité. Il était déjà suffisamment ébranlé par la trahison de Céline. « Tout va bien, mère ?» a demandé Philippe, utilisant cette appellation formelle qu'il employait parfois en présence de tiers. « Oui, juste un problème mineur à Paris. » ai-je menti, me haïssant pour cela. Rien dont nous ne puissions nous occuper plus tard. Nous avons poursuivi la réunion, mais mon esprit était ailleurs, oscillant entre le choc, la colère et une étrange forme d'espoir que je m'efforçais immédiatement d'étouffer. Pierre ne pouvait pas être vivant. C'était impossible. J'avais identifié son corps, assisté à son enterrement, pleuré sa perte pendant des années. À 12h45, notre réunion avec Antoine s'est achevée. Philippe est parti rejoindre Isabelle pour superviser les préparatifs au Concept Store, tandis que je suis restée dans le salon privé, prétextant des appels à passer. Dès qu'il fut parti, j'ai contacté la seule personne qui pourrait m'aider à démêler cette situation impossible, Simone. J'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose en toute discrétion, lui ai-je dit, ma voix à peine audible malgré la pièce vide. Je veux tout savoir sur les propriétés achetées par Sébastien Dumas à Monaco. Adresse, date d'acquisition, visites éventuelles, et je veux que tu vérifies s'il existe des photos de surveillance, des témoins qui auraient pu voir. J'ai hésité, incapable de prononcer son nom. Un homme ressemblant à Pierre. Jacqueline, la voix de Simone était douce, inquiète. Tu penses vraiment que c'est possible? Après toutes ces années? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je dois en avoir le cœur net. Et surtout, Philippe ne doit rien savoir pour l'instant. Après avoir raccroché, je me suis approchée de la fenêtre, contemplant la Méditerranée qui s'étendait à perte de vue. La mer était d'un bleu profond aujourd'hui, presque indigo, parsemée de voiles blanches qui semblaient flotter entre ciel et eau. Pierre avait aimé la mer passionnément. C'était lui qui avait insisté pour que notre premier hôtel partenaire soit situé sur la côte. La mer enseigne l'humilité et la persévérance, disait-il souvent. Deux qualités essentielles pour réussir dans la vie et les affaires. Si Pierre était vivant, s'il avait orchestré sa propre mort, s'il était de quelque manière que ce soit lié à Céline et à cette tentative de prendre le contrôle de notre entreprise, qu'est-ce que cela signifiait pour tout ce que nous avions construit ensemble, pour notre amour que j'avais cru sincère et profond? J'ai secoué la tête, refusant de me laisser submerger par ces questions sans réponse. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger, un fils à soutenir, une inauguration à organiser. Les fantômes du passé devraient attendre. À 14h30, comme prévu, j'ai rejoint Philippe, Isabelle et l'équipe au Concept Store. Le bâtiment était magnifique, une ancienne maison de pêcheurs transformée avec goût en espace de vente luxueux, alliant l'authenticité méditerranéenne à l'élégance contemporaine qui faisait la signature de la maison Moreau. « Qu'en penses-tu, maman ?» a demandé Isabelle, ses yeux brillants d'excitation alors qu'elle me faisait visiter l'espace. J'ai modifié quelques éléments de la décoration que Céline avait choisis. Ils étaient trop ostentatoires, pas du tout dans l'esprit de la maison. J'ai observé les changements, des tissus plus naturels, une palette de couleurs plus douces évoquant le sable, la mer et le soleil de la Côte d'Azur, des œuvres d'art locales subtilement intégrées à l'espace. C'était parfait, exactement ce que j'avais imaginé. C'est magnifique, ma chérie. Tu as capturé l'essence même de ce que nous voulions créer ici. Philippe, qui étudiait les chiffres de vente prévisionnels avec le directeur du magasin, nous a rejoints. Les prévisions sont excellentes et l'équipe est parfaitement formée. Nous sommes prêts pour l'ouverture officielle dans 2 semaines. J'ai souri, fière de voir mes enfants reprendre les rênes avec tant de compétence et d'enthousiasme. Malgré le choc de cette journée, malgré l'ombre que les révélations sur Pierre faisaient planer sur moi, je me sentais étrangement sereine en cet instant. Alors que nous discutions des derniers détails, j'ai aperçu une silhouette familière qui passait devant la vitrine. Un homme élégant, lunettes noires, barbe soigneusement taillée. Il s'est arrêté un instant, semblant observer l'intérieur du magasin, puis a continué son chemin. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Était-ce possible? Ou mon esprit me jouait-il des tours, voyant Pierre dans chaque homme d'un certain âge qui passait? « Maman, tout va bien ?» La voix inquiète d'Isabelle m'a ramenée à la réalité. « Oui,
J'ai cru voir quelqu'un que je connaissais, mais je me suis trompée. La journée s'est poursuivie selon notre planning minutieux. À 16 heures, nous avons tenu une vidéoconférence avec le conseil d'administration pour les informer de la situation concernant Céline et des mesures prises. À 10h30, nous avons rencontré l'équipe de sécurité pour renforcer les protocoles en prévision d'une éventuelle tentative de Céline de perturber l'inauguration. À 19h, nous avons dîné avec des journalistes de mode triés sur le volet, leur présentant en avant-première la nouvelle collection qui serait lancée simultanément avec l'ouverture du concept store. Tout s'est déroulé parfaitement, comme une chorégraphie longuement répétée. J'ai joué mon rôle de présidente avec l'assurance et le charisme qui m'avait fait surnommer la reine de la mode française par certains médias. Mais sous cette façade, mon esprit ne cessait de revenir à cette silhouette entrevue, à la possibilité que Pierre soit vivant, à ce que cela signifierait pour nous tous. Vers 23h, épuisée mais satisfaite de cette journée productive, je suis retournée à ma suite à l'hôtel Le Mimosa. En ouvrant la porte, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Une présence, un parfum familier dans l'air, bois de santal et bergamote, le mélange que Pierre avait toujours porté. Mon cœur battant la chamade, j'ai allumé la lampe du salon. Sur la table basse, une enveloppe blanche, mon nom écrit dessus dans une calligraphie que je connaissais par cœur, que j'aurais reconnue entre mille. D'une main tremblante, j'ai saisi l'enveloppe et l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple carte portant ces mots. La plage de Pampelonne. Demain, 7h, viens seul. P. Pierre, mon mari. L'amour de ma vie. L'homme que j'avais pleuré pendant 5 ans. L'homme qui, s'il était bien vivant, m'avait infligé la plus cruelle des trahisons. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil, la carte serrée contre ma poitrine. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues. Larmes de confusion, de colère, d'espoir interdit. Comment était-ce possible? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Et quel rôle Céline avait-elle joué exactement dans cette machination? Mon téléphone a vibré, me faisant sursauter. Un message de Simone. Information trouvée sur les propriétés de Monaco. Très troublant. L'une d'elles a été visitée régulièrement par un homme correspondant à la description. Les voisins l'appellent le Français. Photo de surveillance à suivre. J'ai fermé les yeux, laissant la vérité s'infiltrer en moi comme un poison lent. Pierre était vivant. Il s'était caché pendant 5 ans, nous laissant le pleurer, reconstruire nos vies sans lui. Et d'une manière ou d'une autre, Céline était liée à tout cela. Que devais-je faire? Informer Philippe et Isabelle? Appeler la police? Ou me rendre à ce rendez-vous sur la plage de Pampelonne seule pour affronter le fantôme de l'homme que j'avais aimé plus que tout au monde? La réponse était évidente. J'irais. Je méritais des explications. Je méritais la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu? J'ai passé des heures à me remémorer notre vie ensemble, cherchant des indices, des signes que j'aurais pu manquer. Pierre avait-il vraiment pu me trahir ainsi? Lui qui avait été mon roc, mon partenaire dans tous les aspects de ma vie? Et si c'était un piège? Si Céline avait d'une manière ou d'une autre orchestré cette mise en scène pour me nuire? Mais non, cette écriture était indubitablement celle de Pierre. Ce parfum était le sien. Mon instinct me disait que, aussi incroyable que cela paraisse, il était bien vivant. Aux premières lueurs de l'aube, je me suis préparée pour cette confrontation qui allait peut-être redéfinir toute ma vie. J'ai choisi une tenue simple mais élégante, une robe chemise en soie bleu marine, des sandales plates, une écharpe légère pour me protéger de la brise matinale. Pas de maquillage élaboré, juste un trait d'eyeliner et une touche de rouge à lèvres. Je voulais qu'il me voie telle que j'étais vraiment. Jacqueline Moreau, 68 ans, marquée par la vie mais toujours debout, toujours forte. À 6h30, j'ai quitté discrètement l'hôtel, laissant un mot à l'attention de Philippe et Isabelle, leur disant simplement que j'avais besoin de prendre l'air et que je serais de retour pour le petit déjeuner. Un mensonge par omission, mais nécessaire pour l'instant. J'ai marché le long de la plage déserte, le sable encore frais sous mes pieds nus. La mer était calme ce matin-là, comme si elle aussi retenait son souffle avant cette rencontre impossible. Et puis, je l'ai vue, debout près d'un rocher, regardant l'horizon. Sa silhouette était immédiatement reconnaissable, grande, élégante,
légèrement voûté maintenant, mais indubitablement lui, Pierre, mon mari, l'homme que j'avais cru mort pendant 5 longues années. Le temps s'est arrêté alors que je m'approchais de lui, chaque pas me semblant à la fois trop rapide et infiniment lent. Quand il s'est tourné vers moi, quand nos regards se sont croisés pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, le monde autour de nous a cessé d'exister. « Jacqueline » a-t-il murmuré, sa voix exactement comme dans mes souvenirs. Ma Jacqueline. Dans ses yeux, j'ai vu un mélange de peur, d'amour, de regret et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'arrivais pas encore à identifier, mais qui me glaçait le sang. Je me suis arrêtée à quelques pas de lui, incapable d'avancer davantage, paralysée par l'émotion. Tant de questions se bousculaient dans mon esprit, tant de sentiments contradictoires me déchiraient. Pourquoi? C'est tout ce que j'ai réussi à articuler, ce simple mot contenant toute la douleur, toute l'incompréhension, toute la trahison que je ressentais. Il a fait un pas vers moi, sa main tendue comme pour me toucher, puis s'est ravisé, comprenant sans doute qu'il n'en avait pas le droit. Pas encore, peut-être jamais. C'est une longue histoire, Jacqueline, une histoire que tu mérites de connaître, une histoire qui commence par « je suis désolée » et qui n'a pas encore de fin. Le soleil se levait complètement maintenant, ses rayons illuminant son visage, plus âgé, plus marqué, mais toujours Pierre, toujours l'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait trahi d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. « Je t'écoute », ai-je dit, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre malgré la distance entre nous. Pierre se tenait face à moi sur la plage de Pampelonne, le soleil naissant dessinant sa silhouette familière contre l'horizon doré. Une silhouette que j'avais cru perdue à jamais, engloutie par la mort, et qui maintenant respirait, parlait, existait, comme un fantôme devenu chair. Tout a commencé il y a 6 ans, a-t-il commencé, sa voix portée par la brise marine. Quand j'ai découvert que certains de nos investisseurs, à Monaco, n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être, il m'a raconté comment, en creusant dans les dossiers financiers de notre expansion à l'international, il avait découvert un réseau de blanchiment d'argent, utilisant notre entreprise comme façade. Des hommes dangereux, liés à des organisations criminelles, qui avaient infiltré notre structure via des sociétés écrans. J'avais 2 choix, Jacqueline, a poursuivi Pierre, ses yeux ne quittant jamais les miens. Les dénoncer risquant de vous mettre tous en danger, ou disparaître en portant avec moi les preuves que j'avais rassemblées, les forçant à se concentrer sur moi plutôt que sur vous et les enfants. Tu as choisi de mourir, ai-je murmuré, les mots me brûlant la gorge. Il a acquiescé lentement. J'ai organisé ma propre disparition. Cet accident de voiture, tout était planifié. Le corps retrouvé était celui d'un homme sans famille, décédé d'une crise cardiaque quelques heures avant. J'avais payé des employés de la morgue pour qu'ils le présentent comme étant moi. Une vague de nausées m'a submergée. J'avais pleuré cet homme inconnu, l'avais enterré, l'avais visité au cimetière chaque mois pendant 5 ans. Cette réalisation était trop cruelle, trop absurde. Tu m'as laissé pleurer un étranger. C'était nécessaire, Jacqueline. Si tu avais montré le moindre doute, le moindre signe que tu connaissais la vérité, vous auriez tous été en danger. Le soleil montait dans le ciel, éclairant son visage marqué par les années d'exil, de solitude. Malgré ma colère, je ne pouvais m'empêcher de noter les nouvelles rides autour de ses yeux, les fils argentés qui dominaient maintenant sa chevelure, autrefois noir corbeau. « Et Céline ?» ai-je demandé, craignant et désirant à la fois connaître cette partie de l'histoire. Quel rôle a-t-elle joué dans tout cela? Pierre a pris une profonde inspiration, son regard se perdant un instant vers l'horizon, comme pour y puiser du courage. Céline Laurent n'est pas celle que vous croyez. Son vrai nom est Clara Lenoir. Elle travaille pour la DGSE, les services secrets français. Cette révélation m'a frappée comme une vague glacée. Céline, ou plutôt Clara, une espionne. L'absurdité de la situation m'aurait fait rire si elle n'avait pas été si douloureuse. Elle a été affectée à cette mission il y a 7 ans, a continué Pierre. Son objectif était d'infiltrer le réseau criminel qui tentait de s'approprier notre entreprise. Quand j'ai découvert la vérité et décidé de disparaître, elle est devenue mon seul contact avec le monde que j'avais quitté. Elle t'a aidé à mettre en scène ta mort. Ma voix tremblait, partagée entre l'incrédulité et la rage. Oui, et elle a continué sa mission.
s'introduisant dans la famille via Philippe pour surveiller les mouvements de ces hommes. Nous avons travaillé ensemble toutes ces années, récoltant des preuves, identifiant chaque membre du réseau. Et séduire mon fils, faire de sa vie un enfer, détourner des fonds de notre entreprise, c'était aussi part de sa mission. La colère montait en moi comme une tempête, faisant trembler ma voix. Pierre a secoué la tête, l'ombre d'un remords traversant son visage. Les transferts d'argent étaient nécessaires pour financer notre opération. Quant à sa relation avec Philippe, il a hésité. Au début, c'était stratégique, mais les choses sont devenues plus compliquées. Elle avait un rôle à jouer et parfois, les frontières se brouillent. Elle l'a manipulé. Ai-je explosé, incapable de contenir ma fureur plus longtemps. Elle l'a isolé de sa famille, a sapé sa confiance, l'a humilié. Je sais, la voix de Pierre s'est brisée. Et je porte cette culpabilité chaque jour. Mais comprends-moi, Jacqueline, des vies étaient en jeu. Notre entreprise allait être utilisée pour blanchir des millions d'euros liés au trafic d'armes et de drogue. Des personnes avaient déjà été tuées pour moins que ça. Il a fait un pas vers moi, la main tendue. Tout est fini maintenant. Hier soir, la dernière phase de l'opération s'est terminée. Des arrestations simultanées ont eu lieu à Monaco, Paris et Marseille. Tout le réseau est démantelé. C'est pour ça que je peux enfin sortir de l'ombre. J'ai reculé, refusant son contact. Malgré l'explication, malgré la logique apparente de ses actions, la trahison restait entière, la douleur intacte. Tu m'as fait croire que tu étais mort pendant 5 ans, Pierre. Tu as laissé tes enfants pleurer leur père. Tu as permis qu'une espionne entre dans nos vies, manipule ton propre fils. Comment pourrais-je jamais te pardonner cela? Il a baissé la main, acceptant mon rejet. Je ne te demande pas de pardonner, Jacqueline. Je te demande seulement de comprendre. Et peut-être, un jour, quand la colère se sera apaisée, d'envisager que nous puissions reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions, je sais que c'est perdu à jamais, mais quelque chose de nouveau. Un silence s'est installé entre nous, rempli uniquement par le bruit des vagues et le cri lointain des mouettes. Des années de deuil, de reconstruction, d'adaptation à une vie sans lui, tout cela pour découvrir qu'il avait toujours été là, respirant, vivant, faisant des choix qui affectaient nos vies sans notre consentement ni notre connaissance. Philippe et Isabelle doivent savoir, ai-je finalement dit. Ils méritent la vérité. Pierre a acquiescé. C'est pour ça que je suis revenue, pour vous dire la vérité à tous. Je leur parlerai aujourd'hui si tu me le permets. Ce n'est pas à moi de te le permettre. Ce sont des adultes. Leur relation avec toi leur appartient. Ma voix était plus calme maintenant, la fureur initiale cédant la place à une tristesse profonde. Et Céline ou Clara? Où est-elle dans tout ça? Elle est rentrée à Paris pour faire son rapport final. Sa mission est terminée. Elle ne reviendra pas dans vos vies, à moins que Philippe ne le souhaite. J'ai laissé échapper un rire sans joie. Tu crois vraiment que Philippe voudrait la revoir après ce qu'elle lui a fait? Pierre m'a regardé avec une étrange expression, un mélange de tristesse et de espoir. Céline a joué un rôle, c'est vrai, mais ses sentiments pour Philippe sont devenus réels avec le temps. C'est ce qui a rendu sa mission si difficile. C'est ce qui l'a poussée à agir de façon si extrême parfois. Elle était déchirée entre son devoir et ses sentiments. Tu la défends? J'essaie de te montrer que rien n'est noir ou blanc dans cette histoire, Jacqueline. Nous avons tous fait des choix terribles pour ce que nous croyions être de bonnes raisons. Le soleil était maintenant complètement levé, baignant la plage d'une lumière dorée qui contrastait cruellement avec l'obscurité de cette conversation. Au loin, les premiers baigneurs commençaient à apparaître, inconscients du drame qui se jouait près des rochers. « Je dois retourner à l'hôtel », ai-je dit, soudain épuisé par cette confrontation. Philippe et Isabelle vont s'inquiéter. « Puis-je venir avec toi ?» a demandé Pierre, une vulnérabilité dans sa voix que je ne lui avais jamais connue auparavant. J'ai hésité. L'idée de marcher aux côtés de ce fantôme devenu chair, de le présenter à nos enfants comme leur père ressuscité, était surréaliste. Mais quelle alternative avais-je? Repousser l'inévitable ne ferait que prolonger la douleur. « D'accord », ai-je finalement répondu. « Mais c'est moi qui parlerai d'abord. Je dois les préparer. » Nous avons marché côte à côte le long de la plage, 1 mètre de distance entre nous. Distance physique qui reflétait l'abîme émotionnel qui s'était creusé pendant ces 5 années. Cet homme, qui avait été mon partenaire dans tous les aspects de ma vie,
était maintenant un étranger familier, à la fois reconnaissable et inconnu. En approchant de l'hôtel Le Mimosa, j'ai aperçu Philippe et Isabelle prenant leur petit déjeuner sur la terrasse. Ils riaient ensemble, un tableau de complicité fraternelle retrouvée qui m'a réchauffé le cœur malgré les circonstances. Ces derniers jours avaient au moins permis cela, la réconciliation de mes enfants. « Attends ici », ai-je dit à Pierre, m'arrêtant à la limite du jardin. « Je vais leur parler d'abord. » Il a acquiescé, se retirant dans l'ombre d'un grand pin parasol. Je l'ai observé un instant, cette silhouette qui avait hanté mes rêves pendant 5 ans, maintenant cachée comme un criminel en fuite. Quelle ironie cruelle! Je me suis avancée vers mes enfants, chaque pas me semblant plus lourd que le précédent. Comment leur annoncer que leur père était vivant, que leur deuil, leurs larmes, leurs souffrances étaient basées sur un mensonge, que Céline, cette femme qu'ils venaient respectivement de rejeter et de dénoncer, était en réalité une agent secret travaillant avec leur père. « Maman !» Isabelle m'a aperçue la première, agitant la main avec enthousiasme. « Nous te cherchions partout. Tu as laissé un message tellement vague. Promenade matinale ?» a demandé Philippe, m'observant avec plus d'attention. « Tu sembles troublé. Tout va bien ?» Je me suis assise avec eux, rassemblant mon courage. « Mes enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose qui va changer notre compréhension de tout. » Ils ont échangé un regard inquiet, sentant la gravité de la situation. Il n'y a pas de façon douce d'annoncer cela, alors je vais simplement le dire. Votre père est vivant. Un silence stupéfait s'est abattu sur notre table. Philippe a lâché sa tasse de café qui s'est renversée sur la nappe blanche, formant une tache sombre qui s'élargissait comme l'onde de choc de cette révélation. « Maman !» a finalement articulé Isabelle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas... Tu ne devrais pas plaisanter avec ça. Ce n'est pas une plaisanterie, ma chérie. Je viens de le voir, de lui parler. Il est ici. » Philippe s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « C'est impossible. Nous l'avons enterré. Nous, je sais, l'ai-je interrompu doucement. Nous avons enterré quelqu'un d'autre. Ton père a mis en scène sa propre mort pour nous protéger d'un danger dont nous ignorions l'existence. Je leur ai expliqué rapidement ce que Pierre venait de me révéler. Le réseau criminel, sa découverte, sa décision de disparaître pour nous protéger. Et puis, la partie la plus difficile, Céline, ou plutôt Clara Lenoir, travaille pour les services secrets français. Elle a été assignée à cette mission pour aider votre père à rassembler des preuves contre ce réseau. Philippe est devenu livide. Céline, une espionne, sa voix oscillait entre l'incrédulité et une sorte d'émerveillement horrifié. Notre mariage, tout était faux? Pas tout, ai-je répondu, répétant malgré moi les paroles de Pierre. Apparemment, ses sentiments pour toi sont devenus réels avec le temps. Isabelle, toujours pratique même dans les situations les plus extraordinaires, a posé la question évidente. Où est-il maintenant, papa? J'ai indiqué d'un geste le pin parasol sous lequel Pierre attendait. Comme s'il avait senti notre attention se tourner vers lui, il est sorti de l'ombre et s'est avancé lentement vers la terrasse. Le temps semblait suspendu alors qu'il approchait. J'ai observé les visages de mes enfants, le choc, l'incrédulité, puis une émotion plus complexe, mélange de joie et de trahison, d'amour et de colère. « Bonjour mes enfants », a dit Pierre, sa voix tremblante d'émotion. Isabelle a été la première à réagir. Avec un cri étouffé, elle s'est précipitée vers lui, se jetant dans ses bras comme elle le faisait enfant. Pierre l'a serrée contre lui, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Philippe est resté immobile, comme pétrifié. Son visage était un masque impénétrable, mais je connaissais mon fils. Derrière ce masque, une tempête faisait rage. « Philippe !» a murmuré Pierre par-dessus l'épaule d'Isabelle. Mon fils a finalement fait un pas en avant, puis un autre, comme attiré malgré lui par une force invisible. Quand il s'est arrêté devant son père, j'ai retenu mon souffle. « Pourquoi ?» a-t-il simplement demandé. Ce même mot que j'avais prononcé sur la plage, contenant toute la douleur, toute l'incompréhension de ces années perdues. Pierre a doucement libéré Isabelle pour faire face à son fils, pour vous protéger, tous, en me livrant à une femme qui m'a manipulée pendant 7 ans, en me laissant croire que mon père était mort, en me privant de tes conseils quand j'en avais le plus besoin. La voix de Philippe montait avec chaque question, la colère longtemps contenue éclatant finalement.
Je sais que j'ai commis des erreurs terribles, fils. Je n'attends pas ton pardon immédiat. Juste une chance de t'expliquer. » Philippe a regardé son père longuement, son expression indéchiffrable. Puis, dans un mouvement qui nous a tous surpris, y compris lui-même, je crois, il a attiré Pierre dans une étreinte féroce. Une étreinte qui parlait de colère autant que d'amour, de trahison autant que de soulagement. J'ai observé cette scène surréaliste. Mon mari que je croyais mort, mes enfants confrontés à un miracle aussi beau que terrible. La vie que nous connaissions venait d'être réécrite en quelques minutes à peine. Derrière cette réunion déchirante, mon esprit tournait à toute vitesse. Notre entreprise avait été utilisée à notre insu par des criminels. Pierre avait vécu dans l'ombre pendant 5 ans. Céline était une agente secrète dont les sentiments pour mon fils étaient devenus authentiques malgré sa mission. Comment allions-nous reconstruire nos vies après de telles révélations? Nous devrions continuer cette conversation en privé, ai-je suggéré, notant les regards curieux des autres clients de l'hôtel. Nous nous sommes retirés dans ma suite, ce même endroit où, la veille, j'avais trouvé le message de Pierre. En entrant, j'ai remarqué son regard parcourir la pièce, s'attardant sur les petits détails qui révélaient ma vie sans lui, les livres différents sur la table de chevet, la nouvelle façon dont je rangeais mes affaires, les petites habitudes que j'avais développées dans la solitude. Pendant les heures qui ont suivi, Pierre nous a tout raconté. Sa découverte du réseau criminel, sa décision de disparaître, sa collaboration avec les services secrets, son exil volontaire à Monaco, où il surveillait les opérations sous une fausse identité. Il nous a parlé des nuits sans sommeil, tourmentés par la culpabilité de nous avoir abandonnés, de la douleur de nous observer de loin sans pouvoir intervenir. Philippe a posé la question que je n'avais pas osé formuler. Et Céline, Clara, quel que soit son nom, est-ce que tout était faux? Chaque moment, chaque mot, Pierre a échangé un regard avec moi avant de répondre. Au début, oui, elle avait une mission, mais elle m'a avoué plus tard qu'elle était tombée amoureuse de toi, réellement. C'est ce qui a compliqué les choses, ce qui l'a poussée à agir de façon excessive parfois. Elle était déchirée entre sa mission et ses sentiments. C'est pour ça qu'elle essayait de m'éloigner de maman, pour me garder dans son orbite, en partie. Mais c'était aussi pour te protéger. Moins tu étais impliqué dans les décisions de l'entreprise, moins tu risquais d'être ciblé si les choses tournaient mal. Philippe a secoué la tête, incrédule. Elle m'a traité comme un enfant, comme un idiot incapable de prendre ses propres décisions. Par nécessité, fils, pas par choix. Le téléphone de Pierre a vibré. Il l'a consulté, son expression changeant subtilement. C'est elle, Clara. Elle vient d'atterrir à Saint-Tropez. Elle veut vous voir, tous. Un silence lourd s'est abattu sur la pièce. L'idée de revoir Céline, Clara, sous ce nouveau jour semblait surréaliste. Cette femme que j'avais détestée, que j'avais considérée comme l'ennemie de ma famille, était en réalité une alliée qui avait sacrifié 7 ans de sa vie pour nous protéger. Je ne suis pas prête, ai-je finalement dit. Pas encore. Isabelle a acquiescé, se rangeant à mon avis. Philippe cependant s'est levé. Je veux la voir, seule. Pierre a hésité puis a hoché la tête. Je vais lui dire de te retrouver sur la plage. Alors que Philippe se préparait à cette rencontre impossible, j'ai regardé par la fenêtre de la suite vers la mer infinie. Le monde tel que je le connaissais avait changé en l'espace d'une matinée. Mon mari était vivant. Notre entreprise avait été sauvée d'un danger dont nous ignorions l'existence. L'ennemi que je croyais combattre était en réalité une protectrice dans l'ombre. Que nous réservait la suite? Pourrais-je un jour pardonner à Pierre sa trahison, aussi noble qu'aient été ses intentions? Philippe pourrait-il reconstruire quelque chose avec Clara, maintenant qu'il connaissait sa véritable identité? Notre famille, brisée puis recollée de la plus étrange des façons, pourrait-elle guérir de ses blessures invisibles? Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Nous étions entrés dans un nouveau chapitre de notre histoire, un chapitre dont nous ne pouvions encore imaginer ni le déroulement ni la conclusion. Pierre s'est approché de moi, se tenant à une distance respectueuse. « Je sais que tu as besoin de temps, Jacqueline. Je le comprends. Je serai là quand tu seras prête à parler. Si tu es un jour prête. » J'ai simplement acquiescé, incapable de formuler les émotions contradictoires qui m'habitaient. Je l'avais aimé plus que tout.
l'avait pleuré comme on pleure une partie de soi-même arrachée. Et maintenant, il était là, à portée de main, et pourtant plus lointain que jamais. « Une chose que je dois savoir, ai-je dit, rompant le silence. Pendant tout ce temps à Monaco, surveillant notre vie de loin, as-tu été heureux, Pierre? Ne serait-ce qu'un instant. » Sa réponse a été immédiate, sans aucune hésitation. « Pas un seul jour, Jacqueline, pas une seule heure. J'existais, je respirais, je remplissais ma mission, mais je n'ai pas vécu depuis le jour où j'ai quitté vos vies. Cette vérité, simple et déchirante, a résonné en moi comme le glas d'une église lointaine. Et dans ce son, dans cette vibration douloureuse, j'ai entrevu la possibilité, infime mais réelle, que peut-être un jour, je pourrais trouver le chemin du pardon. Il s'est écoulé exactement 1 an depuis ce jour fatidique où mon téléphone a sonné et où j'ai entendu ces mots qui ont changé ma vie. Nous ne voyageons plus. Ma femme ne veut pas que tu voyages avec nous. 1 an depuis que j'ai pris la décision, à 68 ans, de ne pas me résigner, mais d'agir. 1 an depuis que j'ai découvert que mon mari, que je croyais mort depuis 5 ans, était bien vivant et travaillait avec ma belle-fille, une agente secrète, pour protéger notre famille et notre entreprise d'un danger dont nous ignorions l'existence. Aujourd'hui, alors que je me tiens sur la terrasse de notre concept store de Saint-Tropez, regardant la mer Méditerranée scintiller sous le soleil de juin, je peux enfin vous raconter la suite de cette histoire extraordinaire, l'aboutissement de ce voyage émotionnel que nous avons traversé en famille. Philippe a rencontré Clara, celle que nous connaissions sous le nom de Céline, sur cette même plage de Pampelonne où j'avais retrouvé Pierre ce matin-là. Leur conversation a duré des heures, m'a-t-il raconté plus tard. Des explications, des larmes, des reproches, mais aussi une vérité fondamentale qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Malgré les mensonges, malgré la mission, malgré tout, ils s'étaient réellement aimés. Leur relation n'a pas repris immédiatement. Comment l'aurait-elle pu? Des fondations construites sur tant de secrets ne pouvaient-elles pas soutenir l'édifice d'un mariage sans être d'abord entièrement reconstruite? Philippe avait besoin de temps pour comprendre qui était vraiment cette femme qu'il avait épousée, pour séparer le personnage de Céline Laurent de la véritable Clara Lenoir. Ils ont commencé lentement, prudemment, des cafés occasionnels à Paris, où Clara avait été réaffectée après la fin de sa mission. Des conversations honnêtes, parfois douloureuses, mais toujours vraies, pour la première fois. 6 mois plus tard, Philippe m'a annoncé qu'ils allaient réessayer, recommencer leur histoire sur des bases authentiques. Quant à Pierre et moi, notre chemin a été différent, plus complexe peut-être. Comment pardonner à l'homme qui vous a fait croire pendant 5 ans qu'il était mort? Comment reconstruire une intimité brisée par tant d'années de séparation, tant de secrets, tant de douleurs? Nous avons pris notre temps. Il a d'abord loué un appartement près de notre maison parisienne. Nous nous rencontrions pour des déjeuners, des dîners, des promenades le long de la Seine, réapprenant à nous connaître, découvrant les personnes que nous étions devenues pendant cette séparation forcée. J'ai découvert un Pierre différent, plus vulnérable, plus conscient de la fragilité de la vie et des relations. Il avait perdu cette assurance qui parfois confinait à l'arrogance, cette certitude d'avoir toujours raison qui avait occasionnellement créé des tensions entre nous avant sa mort. 3 mois après nos retrouvailles à Saint-Tropez, lors d'un dîner particulièrement émouvant, il m'a posé une question qui m'a surprise. « Si tu pouvais remonter le temps, Jacqueline, voudrais-tu que je fasse un choix différent? Que je te dise la vérité dès le début, vous exposant tous au danger, plutôt que de disparaître pour vous protéger ?» J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je voudrais que nous ayons eu le choix, ensemble, que tu me fasses suffisamment confiance pour partager ce fardeau avec moi. Cette réponse simple a marqué un tournant dans notre relation renaissante. Il a compris alors que ce n'était pas tant sa décision de nous protéger qui m'avait blessé, mais le fait qu'il l'ait prise seul, me privant de mon agentivité, de ma participation à notre destin commun. La maison Moreau a connu des changements importants également. Après les révélations concernant le réseau criminel qui avait tenté d'infiltrer notre entreprise, nous avons procédé à un audit complet, restructurant entièrement nos processus financiers et notre gouvernance. Pierre, officiellement ressuscité après une procédure juridique complexe, a repris un rôle consultatif.
tandis que j'ai conservé la présidence. Isabelle a assumé la direction créative, apportant un souffle nouveau à nos collections. Philippe, guéri de ses blessures émotionnelles, est redevenu le directeur financier brillant et confiant qu'il avait toujours été destiné à être. Et Clara, après avoir quitté les services secrets, a finalement accepté de rejoindre l'entreprise, non plus au marketing, mais dans la sécurité et la conformité, utilisant ses compétences pour protéger ce qu'elle avait appris à aimer. Il y a 6 mois, Pierre et moi avons renouvelé nos vœux lors d'une cérémonie intime sur la plage de Pamplonne. Un nouveau départ, un nouveau chapitre, non pas un retour à ce que nous étions, mais une évolution vers ce que nous pouvions devenir ensemble, enrichis par les épreuves traversées, par la douleur surmontée, par l'amour qui, malgré tout, avait survécu. Cette histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est plus qu'une simple anecdote familiale. C'est un témoignage sur la résilience, sur la capacité du cœur humain à guérir même des blessures les plus profondes. C'est une réflexion sur le pardon, non pas comme un effacement magique du passé, mais comme un choix conscient de construire un avenir qui intègre la douleur sans être défini par elle. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec vos propres expériences de perte, de trahison ou de réconciliation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, je partage avec vous un nouveau chapitre de ma vie, une nouvelle leçon apprise, parfois dans la douleur, souvent dans la joie, toujours avec sincérité. Vos commentaires sont ma plus grande récompense. Racontez-moi vos histoires, partagez vos réactions. Auriez-vous pardonné comme je l'ai fait? Auriez-vous fait un choix différent? Comment avez-vous surmonté vos propres trahisons, vos propres pertes? Cette communauté que nous construisons ensemble est un lieu d'échange, de soutien mutuel, de compréhension. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de mes nouvelles vidéos et de visiter mes précédents récits. J'y parle de mon enfance dans l'après-guerre, de la construction de mon entreprise dans un monde dominé par les hommes, de mes voyages à travers le monde, de mes rencontres avec des personnalités fascinantes. Si ce contenu vous apporte de la valeur, si ces histoires vous touchent, vous inspirent, vous réconfortent, je vous invite également à soutenir cette chaîne par un merci, notre système de dons. Créer ces vidéos quotidiennes demande du temps, de l'énergie, des ressources techniques. Votre soutien, même modeste, me permet de continuer à partager ces récits avec vous, de maintenir la qualité que vous méritez, d'élargir notre communauté de partage. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Dans un monde où tout va si vite, où les relations sont souvent superficielles, prendre le temps d'écouter les histoires d'une grand-mère de 69 ans est un acte de générosité qui me touche profondément. À la semaine prochaine, pour un nouveau chapitre de Souvenirs de grand-mère, où je vous raconterai comment une rencontre fortuite dans un train entre Paris et Milan a changé le destin de ma première collection de mode. D'ici là, n'oubliez pas que nos histoires les plus douloureuses contiennent souvent les graines de nos plus grandes transformations et que le courage de faire face à l'adversité, qu'il s'agisse d'une trahison familiale ou d'un retour d'entre les morts, est la plus précieuse des qualités humaines. Je suis Jacqueline Moreau et je vous remercie d'avoir partagé ce moment de ma vie avec moi. À bientôt mes amis pour de nouvelles confidences, de nouvelles émotions, de nouvelles leçons de vie issues de mes 69 années sur cette terre si pleine de surprises, de défis et de beautés inattendues.